bonne question, et je pense que c'est la question la plus importante. Entre le voleur du pouvoir, ok, entre le recelaire du pouvoir, entre celui à qui le pouvoir a été volé, qui est le pire. C'est clair. Le pire est celui qui a volé le pouvoir du peuple. Vous avez réorienté la question. Le fait que le peuple a voté la question a été réorientée, frère, cher Gédéon. Le fait que le peuple a voté Fayoulou. Vous dites, non, ce n'est pas Fayoulou, c'est Tshisekedi. C'est lui le pire. Entre les trois, qui doit être Il n'y a pas un saint dans cette histoire de deal. Parce qu'on a volé au peuple. La vérité. S'il vous plaît, la vérité, c'est celle dont je vous dis. Vous prenez la vérité. La vérité voudrait à ce qu'on dise que et celui qui a accepté de brader les élections, Corneille Nangaa, entre celui qui a accepté de recevoir un pouvoir volé et l'exercer, ils sont tous pareils, il n'y a pas de saint parmi eux. Mais cependant, la réalité voudrait à ce que, au-delà de ça, que nous nous recaler sur le passé et voir ce que nous faisons aujourd'hui. Pour améliorer les conditions de vie de la population, parce que Martin Fayoulou a pardonné à son frère qui avait volé son pouvoir. La preuve, c'est qu'il est allé le rencontrer pour construire quelque chose qui a trait au camp de la patrie. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h.
Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. L'Union sacrée, c'est plus qu'une alliance. C'est un visage, un engagement. Ce pagne, c'est le symbole de notre loyauté. Pas seulement pour ce que le chef de l'État donne, mais pour ce qu'il incarne. Le pagne officiel de l'Union sacrée. Une identité, une loyauté, un devoir. Procurez-vous le vôtre aujourd'hui. Faisons rayonner notre union, notre fierté. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bon après-midi, chers internautes. Vous êtes des milliers, une nouvelle fois, à être scotchés, branchés, à nous regarder. Vous êtes sans nul doute sur Politicon, la force du détail, dans la ligne rouge qui, ce soir, va essayer de s'apaisantir sur les grandes questions qui agitent la sphère politique congolaise. Le verdict est tombé dans le très médiatisé procès contre l'ancien président Joseph Kabila. Peine de mort a été requise contre le sénateur à vie. Au-delà de ce réquisitoire, nous allons essayer d'explorer les implications et les conséquences que cette décision pourrait avoir sur la cohésion nationale et l'unité que nous voulons tant. Nous allons justement essayer d'en comprendre avec les invités qui sont avec nous quand la décision qui se confronte à la rigueur du droit et même à l'analyse de la sociologie, nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Et aussi, nous allons prendre la direction de Doha. Comment éviter, comment naviguer entre les opportunités et les pièges cachés. Et puis, l'affaire Constant Mutamba, l'ancien ministre de la Justice, dont le sort sera connu, sauf cataclysme, ce mercredi 27 août, devant la haute cour militaire. Va-t-on lui éviter la prison ou la justice sera rendue? Mieux, le bon droit sera dit. Allez, content de vous retrouver. On est aussi content d'avoir mis la main sur un visage qui vous a peut-être tant manqué, Maître Manik Seyenda. La dernière fois, on avait pris rendez-vous. Cela a été repoussé puis reprogrammé en raison de votre agenda fort chargé. Comment allez-vous? C'était un honneur pour nous de vous recevoir. Merci de nous avoir honorés. Merci beaucoup. Le sentiment est partagé. C'est à moi de vous dire merci pour l'invitation. Toutes mes excuses pour l'autre rendez-vous manqué. Il est vrai, nous avions eu quelques occupations, d'abord liées à la profession, liées aux agendas familiaux. C'est ce qui ne nous a pas permis de répondre favorable. Pourtant, on a toujours été disponible quand il s'agit de vous. Parce que je considère votre plateau comme un réceptacle des idées républicaines. Ici, on parle avec liberté, avec respect, mais aussi avec amour de la patrie. Les débats sans tomber dans les effectifs, parce que c'est ce que Ligne Rouge aime bien vous offrir. Et comment votre engagement, vous vous êtes affranchi du carcan politique habituel, et aujourd'hui, l'engagement que vous portez, les valeurs qui vous caractérisent, ce sont lesquelles? D'abord, l'amour de la patrie, le nationalisme. Vous savez, je l'ai toujours dit, au-delà des clivages, au-delà des tendances, de mouvances idéologiques, au-delà des collisions et escalades verbales,
le Congo demeure notre dénominateur commun. Mais seulement, ma petite inquiétude se pose au niveau de la qualité de la démocratie de notre pays. Je pense que le niveau de débat d'aujourd'hui a tellement baissé. Pourquoi? Parce que tout le monde se permet de passer à la télévision. Malheureusement, non pas pour parler de l'État, non pas pour parler des principes de gestion de l'État, mais plutôt pour faire des débats des individus, débats autour des invectives, des attaques, la politique paroissiale, culte des personnalités. Et il y a même d'autres qui se permettent de mettre les partis au-dessus de la patrie. Nous avons besoin d'un débat de qualité. Si vous lisez le 3e paragraphe du préambule de notre Constitution, le législateur suprême dit, animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit qui se repose sur les valeurs de la démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Quels sont les contenus que nous donnons à ce qu'on entend par la démocratie culturelle, la démocratie économique, la démocratie sociale? J'ai l'impression que la seule denrée qui intéresse les acteurs politiques que nous sommes, c'est la denrée politique. La politique politicienne. Mais les débats économiques, on n'en fait pas. Quel est le modèle économique à proposer, et par les opposants, et par ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République? Vous savez, à un moment, je me suis même évertué de me lancer dans un débat culturel, mais ça a été une surprise désagréable pour certains. Ils disent, comment un politique... Et pourtant, vous avez révolutionné la sphère. C'est même ça le cliché, les stéréotypes de notre pays. Ils disent qu'un acteur politique ne peut pas parler de la musique, ne peut pas parler de la culture. Pourtant, je me demande, à quoi sert alors les ministères de culture et art dans notre gouvernement? C'est cela, les carcans dont vous avez fait allusion tout à l'heure, des partis politiques. Pourquoi? Parce que les partis politiques pensent qu'en étant parti politique, on ne peut pas élaborer des stratégies sur le plan culturel. Pourtant, la culture, surtout la musique aujourd'hui, est considérée comme l'un des grands leviers pour le développement économique d'un pays, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'industrie musicale. Vous savez ce que génère la fiscalité musicale aujourd'hui. J'étais en France, j'ai vu une taxe qui a été instaurée dans le système fiscal français, la taxe streaming, qui a aujourd'hui mobilisé plus de 15 millions d'euros. Merci beaucoup. Ça veut dire que nous, en tant que politiques, nous devons Vous avez l'obligation de parler de l'État toutes les questions. et de tout ce qui concerne l'État avec objectivité et rationalité. Merci. Le 4 leviers du pouvoir, nous avons le pouvoir politique qui s'exerce dans les institutions avec, à travers le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. L'objectif, c'est élaborer des lois et puis régenter la société. Le pouvoir économique, le pouvoir militaire, mais aussi le pouvoir idéologique ou culturel, dont Manix Yenda a fait mention tout à l'heure. Je posais la question, c'est comme si son esprit planait autour de ce studio. Je disais avec vous que le jour où on mettra fin au débat politique, au débat d'individus, on ne parle plus de Kabila, de Tshisekedi, de Matata ou qui sais-je, le jour où on parlera des questions de fond, comment organiser l'armée, la sécurité, l'économie. Je dis, il y aura de moins en moins d'invités sur le plateau. Exactement. Vous avez la parole, Joseph Edeba. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Bien, merci, cher Gédéon, pour cette invitation partagée hier soir. Je dirais, même temps, c'est pour moi un honneur de me retrouver ici, dans ce réceptacle, de savoir où nous allons partager équitablement pour éclairer les lanternes de ceux qui nous suivent, parce que vous savez, au-delà des discours, l'État doit être géré et gouverné de manière à répondre aux desiderata de la population. Et donc, en effet, nous allons en partager. Évidemment, parlant un tout petit peu sur le sujet dont vous venez d'aborder tout à l'heure, vous savez, nous méritons les qualités de nos communicants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la société semble se plaire à suivre des bêtises, à suivre ce qui prospère dans la comédie au lieu de faire une communication de qualité
pour, n'est-ce pas, aider les institutions politiques à fonctionner. Donc voilà cette réalité triste écœure aujourd'hui le monde des médias, le monde de la communication. Alors que vous savez que la communication perdure et les gens nous suivent de partout dans le monde et de par nos communications, ils peuvent évaluer pour dire finalement en le niveau de notre société. Notre société, cette société congolaise est truffée des gens qui n'ont pas de valeurs à partager parce que les gens pensent que la communication s'arrête qu'à Kinshasa. Or, nous parlons français. Il y a beaucoup de pays francophones qui entendent et suivent aussi l'actualité à distance. Et donc, en effet, nous sommes obligés à être des défenseurs des valeurs, mais aussi des défenseurs des sujets des sociétés qui, n'est-ce pas, feront avancer le nôtre. Allez, cela est important. Je parlais même du pouvoir idéologique et culturel. On doit en parler de temps en temps. Et c'est le vecteur clé et qui transmettent des valeurs à travers le pouvoir idéologique et culturel sont les médias, l'éducation et la religion. Même lorsqu'on suit c'est que nos pasteurs disent, c'est que le réseau sociaux réel, c'est que nous-mêmes journalistes, nous faisons. Nous devons avoir le courage dans une société qui veut avancer, de nous remettre en question, d'où la responsabilité aussi de nous journalistes, de bien faire les choses et de tenir compte du profil de qui vous voulez inviter. Exactement. Moi, j'aimerais bien que vous m'invitiez un jour avec comme thème économie. Par exemple. On vient, on ne parle que de l'économie. Comme ça va permettre au peuple congolais d'évaluer la qualité des offres politiques proposées par chaque formation politique. Quel est le modèle économique proposé par l'UDPS? Quel est le modèle économique proposé par l'ESID? Quel est le modèle économique proposé par le LGD? C'est dans cette arène d'idées que le peuple peut évaluer et choisir la meilleure offre politique lors du contexte électoral prochain. Sinon, si on reste, parce que vous aimez trop le sujet d'actualité, et finalement, le sujet d'actualité tourne autour des aspects essentiellement politiques, des aspects essentiellement individuels, et finalement, on s'écarte du champ de l'essentiel qui intéresse le peuple. Même les partis politiques. Vous savez, un parti de l'opposition, en réalité, fait un double travail. Le travail de proposer, mais aussi le travail d'inspecter ceux qui gouvernent aujourd'hui. Ça veut dire que dans un parti, vous devez avoir une configuration proportionnelle à la configuration du gouvernement actuel. C'est-à-dire, les ministres du parti en charge de l'économie, lui, ne regarde que le ministre de l'économie actuel. Il regarde sa politique, il regarde ses faiblesses, il regarde ses qualités. Pour voir, à leur niveau en tant que parti de l'opposition, quelle est l'offre politique sur le plan économique que nous pouvons proposer qui va au-delà de ce qui a été proposé par... Qui convient au moins aux réalités actuelles. Exactement. Voilà pourquoi les partis, après avoir raflé, parce que généralement, les partis politiques ne s'intéressent qu'à la conquête du pouvoir. Mais la question de l'exercice, comment gérer le pouvoir que nous avions conquis, pose problème. Voilà pourquoi, une fois on obtient le pouvoir, les partis commencent maintenant à chercher. Donc conquérir le pouvoir est une chose, mais l'exercer en est une autre. C'est aussi une autre chose. Vous ne pouvez pas rafler, par exemple, la majorité présidentielle ou la majorité parlementaire et commencer à chercher qui sera les ministres de sport. Bien, merci. C'est lui qui est chargé du sport au sein du parti. Une fois le parti obtient le bâton de commandement de la République, automatiquement, il devient ministre de sport. Parce qu'il a les paradigmes, il a une offre, il a une vision du parti qu'il incarne dans ces secteurs. Et donc, aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle du multipartisme irrationnel. Nous avions quitté de la véritable démocratie avec un contenu républicain à une particratie considérée comme une véritable gangrène qui infeste malheureusement la République aujourd'hui. Pire, même pour devenir recteur dans une université, il faut être membre d'un parti politique. Pour devenir médecin directeur dans un hôpital public de l'État, il faut être membre d'un parti politique. Bien dommage. Aujourd'hui, cela doit changer. Dans des entreprises publiques, il n'y a pas de concours. J'ai même vu, donc, quand vous voyez un ministre en fonction qui passe à la télé pour défendre les diplômes de ses enfants, pourtant nous savons qu'il n'y a eu aucun concours
au travers lequel ces enfants ont été recrutés pour qu'ils soient nommés dans son cabinet, cela veut tout simplement dire que c'est du népotisme. Et lui, il passe à la télé pour défendre ce genre de choses, simplement parce que lui conçoit les partis politiques comme son affaire à lui, avec ses enfants. Et donc, aujourd'hui, nous assistons à ce genre de pratiques. C'est comme ça que je l'ai appelé la particratie, un système des partis politiques essentiellement consacrés aux intérêts du parti, malheureusement au détriment de tout un peuple. Allez, et comment combattre cela? Non, mais écoutez, c'est très simple. Moi, je pars de l'idée où, même dans les partis politiques, il y a des intelligences. Comme de la même manière, les intelligences se retrouvent aussi en dehors des partis politiques. D'où, pour puiser les animateurs de qualité dans les institutions, il ne faut pas que s'atteler à observer qui peut nous offrir un bon travail dans ou en dehors du parti politique. Donc il faut faire la conjonction des talents, des efforts. Cela ne veut pas dire qu'on puisse régulièrement aller dans des regroupements politiques. Vous pouvez aussi aller ailleurs, puiser des compétences qui peuvent donner de résultats, parce que vous savez que ceux qui exercent le pouvoir ont l'obligation de relever les défis des gouvernances. Or, si nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'on puisse faire un tri des qualités pour mettre des animateurs aussi compétents, mais aussi en même temps truffer des compétences à n'est-ce pas servir le pays. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que des mutations qui se font. Alors que ceux qui sont en train d'être mutés ne sont peut-être pas à mesure de déjà délivrer un résultat dans le mandat passé. Donc en effet, il faut ici reconstituer un État fort, un État solide, en faisant un tri sélectif des animateurs de qualité qui peuvent venir de partout, et enfin que nous puissions travailler pour améliorer les conditions de vie de la population. Est-ce que, Joseph Débat, cela ne peut pas être excusable dans la mesure où nous connaissons plus ou moins les fonctionnements de nos partis politiques et de quoi ils sont essentiellement faits? Lorsqu'on accède au pouvoir, il faut à ce moment-là l'exercer, et les partis politiques reposent sur une base idéologique, sur une offre politique qui mieux peut nous aider à donner au peuple ce dont il a besoin qu'un membre d'un parti politique. Écoutez, cher Gédéon, le problème réside dans la formation de l'élite. Les partis politiques devaient être des endroits qui forment évidemment, en conséquence, ceux qui aspirent à la gestion de la ressource publique à demain. Et en ce qui nous concerne, on ne forme plus? En ce qui concerne les partis politiques dans la majorité en République démocratique du Congo, il n'y a que le militantisme sans la formation. C'est de là que ressort ce même problème. Nous avons des animateurs qui sont là juste à cause des avantages politiques qu'il faut consolider. C'est également ce que vous observez chez vous au LGD. Non, écoutez, le LGD n'est pas déjà en train de gouverner tout à l'heure le pays. Le LGD est dans l'opposition et le LGD n'a pas membre, n'a pas ministre au sein du gouvernement. Mais à ce que je sache, s'il y a aujourd'hui de l'espoir à reposer auprès de la population, l'espoir doit se reposer sur la qualité des animateurs. Et je ne dis pas que seul le LGD est habilité à produire des animateurs de qualité pour notre pays. Donc les animateurs de qualité, les acteurs politiques peuvent venir de partout, mais seulement que les critères de l'observance ou les critères de sélection doivent être basés sur les compétences et l'offre politique, la vision qu'on a à transformer la nation, comme c'est le cas à Singapour, comme c'est le cas avec Milei en Argentine. Il a eu le pouvoir en 2024. Mais si vous observez les progrès économiques qu'il est en train d'arborer, vous ne pouvez pas imaginer que ce pays était en train de faire face à beaucoup de difficultés sur le plan économique. Et donc, en effet, la qualité des animateurs, le leadership, mais aussi la bonne gouvernance, c'est l'association de ces efforts qui permettent à ce que les changements puissent arriver aussi vite. Merci beaucoup. Je le disais à l'entrée que le verdict est tombé dans le procès, le très médiatisé procès contre l'ancien président Joseph Kabila. Peine de mort requise contre lui pour rébellion, participation au mouvement insurrectionnel, viol, et j'en passe et des meilleurs. Ce sont là autant de griefs retenus à charge par les ministères publics. Ces procès au contour
rocambolesque, au contour grotesque. À quoi cela va aboutir? Allez, nous allons ouvrir le débat avec Manixienne. La première question, quelle est aujourd'hui l'opportunité d'organiser ces procès contre Joseph Kabila au moment où les fils et filles du pays aspirent à la paix, à la cohésion nationale? Vous avez 3 minutes. Non, mais d'abord, il faut faire la différence entre les faits politiques et les faits infractionnels qui pourraient pousser les instances judiciaires de notre pays à s'enquêter dessus. Ce n'est pas parce que nous sommes à la recherche de la paix et que de l'autre côté, nous devons amplifier l'impunité et encourager les massacres et ceux-là qui tomberaient dans des cas, par exemple, de la rébellion ou de l'insurrection. Non. Si nous avions accepté d'affirmer qu'effectivement la République démocratique du Congo postule à l'idée d'un État de droit, un État de droit, c'est un État qui sanctionne. Un État de droit est un État qui repose sur le nullum crimen nulla poena, sine lege, le principe de la légalité de la peine. Dans un État de droit, le juge n'est soumis qu'à la seule autorité de la loi. Dans un État de droit, celui qui est déféré devant le juge en qualité de prévenu bénéficie de ce droit de défense qui, du reste, sont sacrés. Dans un État de droit, il faudrait respecter les procédures requises par les textes de la République. Et donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas créer de l'amalgame autour de ce dossier du procès Kabila avec la paix que nous recherchons aujourd'hui. Parce que ce qui se passe à l'Est, c'est quand même déplorable. Dans nos placards, nous avons des millions et des millions de morts. Et qui est aujourd'hui placé sous les viseurs? C'est celui qui a été président de la République pendant 18 ans. Vous avez suivi le réquisitoire du ministère public. Kabila est poursuivi pour crimes de guerre, mais il ne suffit pas de le dire. Encore faudra-t-il le prouver, les motiver. Crime de guerre, c'est un peu évasif. À quel niveau, justement, Kabila est poursuivi? Son implication peut être aujourd'hui avérée dans ce que nous vivons dans la partie Est. A-t-il envoyé des hommes? A-t-il donné des munitions? Non, mais vous savez, malheureusement, dans ce procès, il y a un défaut qui a été retenu suite à l'absence du prévenu, du criminel Joseph Kabila, qui n'a pas de gré accepté de comparaître pour présenter ses moyens de droit. Vous ne pouvez pas l'appeler criminel puisque la sentence n'est pas encore tombée. On est au stade du réquisitoire qui peut être retenu ou rejeté par le juge. Non, mais ne soyez pas dérangés à chaque fois que j'utilise les termes employés par les ministères publics, autant pour les avocats de la République. La partie République, légalement constituée dans ce procès. Ils ont peut-être utilisé des termes plus forts que ça. On l'a appelé usurpateur d'identité. On l'a appelé le chef d'orchestre de cette rébellion qui sévit dans la partie Est. Encore, il faudra le prouver. Il suffit pas seulement de le dire. Non, mais je vous ai dit, la plus grosse erreur de Joseph Kabila, c'est d'abord le fait de se caractériser par un absentéisme coupable. Je suis conseiller de Joseph Kabila. J'aurais pu le conseiller à venir et à présenter ses moyens de droit. Parce que qu'est-ce qu'on dit en droit? La responsabilité de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Les ministères publics apportent le fait de preuves et des éléments probants. Les débats seraient beaucoup plus intéressants encore que dans un procès dit équitable, il y a l'égalité des armes. Encore que dans un procès dit équitable, les prévenus auront droit d'utiliser ces moyens de défense. Et je vous ai dit que le droit de la défense est sacré. Ça veut dire qu'on aurait pu assister à un procès contre pièce contre pièce. Ça veut dire, face à l'argument présenté par le ministère public, M. Joseph Kabila, avec son avocat conseil, aurait pu présenter un argument contraire. On vous dit que vous êtes criminel. Vous avez tué des gens.
à l'est du pays. Présenter un argument contraire, avec de preuves à l'appui. À défaut de quoi, il y aurait un jugement. Est-ce que c'est au provenu d'apporter des preuves ou non, mais ici, à l'accusateur? Est-ce que ce n'est pas tout le contraire du droit? Non, on est à la frontière peut-être du droit. Je pense que vous me captez avec beaucoup d'attention. Ne faisons pas de l'amalgame. Je vous ai dit, la responsabilité de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. C'est les ministères publics qui poursuivent Joseph Kabila. Exact. Les ministères publics estiment qu'il a de preuves. Mais de l'autre côté, Joseph Kabila a aussi la responsabilité de brandir ses moyens de droit, si seulement il avait accepté de comparaître dans ce procès, pour démontrer le contraire de tout ce qui a été dit par les ministères publics, ne serait-ce que pour sauver son image politique. Dans ce pays, le président de la République actuelle s'est permis de dire haut et fort, tout en assumant les conséquences politiques possibles, que M. Joseph Kabila était en corréité criminelle avec le groupe rebelle. Quelle a été la réaction de Joseph Kabila? Lui qui a toujours été taiseux, mais s'est quand même permis de communiquer autour de cette question. Mais dans le contenu de sa communication, en réalité, Joseph Kabila a accepté toutes les allégations lui considérant comme avoir été complice avec le rebelle. Tenez, dans sa communication, Joseph Kabila a dit que le M23 était porteur des aspirations du peuple. Pourtant, nous savons que le même groupe rebelle, M23, a combattu Joseph Kabila pendant qu'il était président. À quel moment il y a eu revirement de statut de groupe rebelle? En deuxième lieu, pendant que la partie Est est prise en otage par de groupes rebelles, ça veut dire qu'il y a un climat d'insécurité qui se caractérise. Aujourd'hui, si vous me dites, Monsieur Manix, je me prépare pour aller à Goma, le premier réflexe, c'est de vous déconseiller d'aller à Goma. Parce qu'il n'y a pas de sécurité et il y a l'absence de l'autorité de l'État pour garantir votre sécurité. Maintenant, dites-moi, au nom de quelle sécurité, de quel protocole, de quel privilège Joseph Kabila s'est rendu? Non seulement à Goma, mais il s'est rendu à Goma pour consulter les rebelles. Merci, on va revenir sur cette question dans notre tour de table. Joseph Edeba, vous avez suivi Manix. Est-ce que le réquisitoire du ministère public n'est-il pas si sévère que ce à quoi on s'attendait? Les éléments constitutifs du dossier sont-ils suffisants pour condamner Joseph Kabila? Écoutez, j'ai entendu ici mon frère Manix vient de dire que Kabila était criminel. Non, le ministère public. Le ministère public, il a répété ce que le ministère public a dit. Il a demandé à ce que vous soyez à l'aise qu'il puisse utiliser les mêmes termes. C'est-à-dire qu'il considère, lui aussi à son tour, déjà, Joseph Kabila est un criminel sans preuve. Alors qu'il a rappelé, bien entendu, que la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Acturi incubit probatio. Mais nous sommes dans cet état-là où la preuve incombe à celui qui doit justifier. Parce que nous avons, oui, exactement, au prévenu, parce que nous avons suivi de près ces fameux procès contre l'ancien président de la République. Ces procès qui ne respectent pas déjà la procédure. Vous le savez. Mais nous avons suivi ce procès. Qu'est-ce qui a été démontré comme élément attestant le chef d'accusation placé sur Joseph Kabila? Parce qu'on lui accuse d'être dans la participation criminelle. Or, dans la participation criminelle, il faut qu'il y ait association des éléments qui prouvent à suffisance que Kabila, comme auteur ou co-auteur, a manifestement mené des actions où il a commis l'acte avec preuve. Nous ne l'avons pas vu. Quand vous dites que la procédure a dédaigné les règles de l'art ou les règles en la matière, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je veux dire par là que la levée d'abord des immunités d'un ancien président
ne s'opère pas comme nous avons vu. Et donc, du coup, vous comprenez par là que tout ce qui a entouré ces procès dans le cadre, n'est-ce pas, initié selon la loi, selon la Constitution, la mise en accusation d'un ancien chef d'État n'a pas été respecté. Et donc, en effet, cela traduit à suffisance la volonté politique qui se cache derrière cette initiative de procès. Et quand vous dites ça, vous basez sur quel texte? Vous basez sur quel sous-bassement? Je suis dans la Constitution. Je suis dans la Constitution. Article 164. Il est bien précis que les immunités qu'on peut enlever au travers la réunification, c'est-à-dire le congrès de l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est les immunités d'un président de la République qui est en fonction. Et la procédure est bien claire. Lisez l'article, vous allez comprendre. Mais quant à ce qui concerne, par exemple, mettre en accusation un ancien chef d'État, qu'est-ce que la loi dit? La loi se tue. Et quand la loi se tait, ça profite à l'accusé. Et donc, en effet, nous sommes dans cette logique-là où l'État, le ministère public aujourd'hui, a tout fait pour dévier la loi, afin de, n'est-ce pas, intenter un procès contre Joseph Kabila. Mais cependant, procès en cours, nous n'avons pas vu élément, si ce n'est pas la signature avec HK, quelque chose comme ça, prétendument d'Hippolyte Kanamé, si ce n'est pas nous montrer des photos avec, je ne sais pas, prétendument la réunion de Nanga, qui a été tenue dans le cadre de la consultation qui n'est pas interdite par la loi, nous n'avons pas vu de preuves. Les preuves qui attestent de manière sincère que Joseph Kabila a été l'auteur, soit est le co-auteur du chef d'accusation lui chargé. Et le témoignage de Rico Kuba et d'autres renseignants ne vous disent rien? Non, mais cher Gédéon, les témoignages ne sont pas des éléments qui attestent en réalité la preuve, on dit la preuve matérielle. Il faut qu'il y ait des éléments qui approuvent que voilà, évidemment, Joseph Kabila et ce que disait Eric Kuba. Soit la communication téléphonique, tout ce que vous voulez de preuves, parce qu'en pénal, la preuve, elle est libre. Vous pouvez les prendre partout. Mais nous sommes dans l'infraction de la participation criminelle qui a des phases. La première phase, c'est que on doit identifier si Joseph Kabila est auteur ou co-auteur. Mais premièrement, il faut dire que le ministère public n'a pas été à mesure de nous dire aujourd'hui ce que représente vraiment Kabila. Entre autres, il faut préciser que le gouvernement a déjà validé qui est l'auteur et les co-auteurs de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 pourparlers entamés déjà avec les rebelles supposés être conduits par Joseph Kabila. Donc, en effet, le gouvernement prend acte et initie des actions de discussion avec le mouvement rebelle à Doha, sans Kabila. Le gouvernement parle de la question de l'insécurité à l'est du pays avec le rebelle aux États-Unis, sans Kabila. Mais en même temps, le ministère public vient nous dire que Kabila est l'auteur de ce qui se passe à l'est du pays. Où est la cohérence? Allons maintenant même dans l'imaginaire, dans l'option D, soit Kabila est complice. Mais pour qu'il y ait complicité... À un certain moment, on l'avait présenté comme cela. Non, mais pour qu'il y ait complicité, il faut qu'une personne, un citoyen, comme Joseph Kabila, puisse apporter de l'aide indispensable, sans laquelle ce mouvement insurrectionnel n'aurait pas lieu, ne ferait pas grand-chose. C'est-à-dire que pour prouver la complicité de Kabila, il faut nous donner des éléments qui attestent que Joseph Kabila a agi pour que l'AFC M23 puisse faire chuter Sake, Rumangabo, Rutshuru et tout ce que vous voulez, Goma, Bukavu, Minova. Donc jusque-là, aucune preuve n'a été présentée. Tout ce que nous sommes en train de voir dans ce procès, c'est que toute supputation, toute incantation est considérée comme des faits. Alors que la réalité voudrait à ce que nous puissions dire le droit, mais aussi faire ce qui est la réalité pour, n'est-ce pas, éclairer les lanternes de ceux qui suivent. Tout Congolais sérieux qui a suivi ce procès comprend que ce ne sont que des intentions de manipulation qui se cachent derrière. Ou tantôt, les avocats de la République se penchent sur les prétendues preuves de la signature d'une feuille HK, oubliant que ce n'est qu'une signature qui ne peut qu'être bien interprétée par son auteur. Mais tous ces éléments ont attesté valablement que ce procès n'a même pas de preuves qui n'est-ce pas, sous-bassent
la volonté de vouloir éclairer l'opinion publique, est-ce que le fait de la complicité. Le fait de ne pas se faire représenter à ces procès, Maître Manik Siyenda le disait tout à l'heure, ceci n'est pas contre-productif. Est-ce que ceci ne ramène pas le ministère public à prendre, par exemple, cette sentence? Pourquoi ne se serait-il pas représenté pour présenter ce moyen de défense? Je vais vous faire une anecdote. Hein. Cher Gédéon, vous savez, dans un village, il y avait un éléphant qui courait. Il courait. Et subitement, il a rencontré un cheval. Il dit, mais mon frère, pourquoi tu cours? Où vas-tu? Il dit, on est en train d'arrêter les gens là-bas pour quelque chose qui s'est passé dont personne ne sait identifier ou bien définir la réalité. Le cheval lui dit, mais pourquoi toi tu cours? Parce que tu n'es pas concerné. Il dit, mon frère, dans ce village-là, le temps qu'on vous arrête, le temps qu'on vous incarcère pour que la vérité soit connue, vous risquez de mourir et de croupir en prison. De la même manière, quand il a entendu cette histoire, et le cheval et l'éléphant ont pris la fuite. C'est pour justement dire que dans un pays où les lois sont confectionnées en fonction des humains, dans une nation où le ministère public joue au scénario de justice, vous voulez que l'on puisse venir s'offrir à un procès qui a été ficelé déjà du point de vue politique dans les officines de ceux qui sont en train de gouverner le pays? La réalité est celle-là. On se pose la question, c'est quoi l'opportunité aujourd'hui d'intenter un procès contre Kabila? Est-ce que mettre Kabila en prison va donner la solution à la misère de la population que le gouvernement aujourd'hui est incapable à assumer? Est-ce que dire que Joseph Kabila est criminel améliorerait les conditions de vie de la population ou carrément finirait avec cette histoire d'insécurité sur l'espace et l'étendue nationale? La grande question ne trouve pas de réponse. La réalité, c'est que les gouvernements actuels ou le pouvoir actuel, en, n'est-ce pas, initiant cette action contre l'ancien président de la République qui a tout donné au pouvoir actuel, c'est justement le témoignage matériel et la preuve tangible qui atteste que ceux qui sont en train de gérer le pays ont été incapables d'agir pour répondre aux desiderata de la population, mais aussi relever les défis de gouvernance. Parce on dit qu'il y a eu de morts, si Félix-Antoine Tshisekedi gérait bien la nation, faite. Si Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République, gérait bien la nation, si les gouvernements pouvaient répondre aux desiderata de la population, représentant l'État, les léviathans, la force, on ne parlerait pas d'un célèbre criminel dont Joseph Kabila. On ne parlerait pas d'un Nanga, mais c'est parce que l'État faillit à sa mission régalienne, celle de protéger l'ensemble du peuple. Voilà pourquoi nous chutons dans des procès d'attaques personnelles et tout ce qu'il y a comme machination derrière notre justice aujourd'hui. Et c'est grave, parce que vous voyez, quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui en souffrent. Quand il y a aujourd'hui le procès Kabila, quand il y a la guerre entre Nanga et Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la population qui se meurt au jour le jour. Merci. Manik Siyenda, que gagnerait la République alors en poursuivant Joseph Kabila au pénal? On y est déjà, mais on a l'impression que le procès prend une tournure inattendue quand, par exemple, on va jusqu'à soulever la question de la nationalité de Joseph Kabila au pénal. Donc vous estimez que le procès prend une tournure inattendue parce qu'il s'agit de Joseph Kabila? Il faut aller dans des principes simples. D'abord, le premier principe, nul n'est au-dessus de la loi. Joseph Kabila n'est pas ces citoyens congolais qui bénéficient du principe de la non-imputabilité de la responsabilité pénale, comme c'est le cas pour le dément, les aliénés mentaux, le faible en âge ou encore les enfants mineurs. Kabila a toutes les facultés pour un citoyen d'engager toute sa responsabilité pénale lorsqu'il est poursuivi par la justice. Et donc, ne faisait pas de Joseph Kabila un Congolais plus que les autres, encore qu'aussi il est réellement Congolais. Je veux revenir sur cette question de la nationalité. Mais j'ai entendu mon frère Joseph, que j'aime bien, revenir par moments avec des adages qui semblent accorder une bouée de sauvetage, plus à l'intérêt d'un acteur politique qu'il fait un non-dit. Je ne pense pas qu'il parlait de Joseph Kabila en donnant cet exemple de l'éléphant
et les chevals. Non mais, c'est que nous comprenons au moins. Il veut nous dire qu'il y a possibilité de fuir la justice, même si on vous a imputé des faits réprochables, parce qu'on ne peut pas accepter d'être arrêté par la justice dans un pays dirigé par ceux qui sont en antipode avec les opposants. Là, il me fait penser à M. Matata Mponyo, qui d'ailleurs au départ avait accepté de comparaître, qui d'ailleurs au départ, et à 2 reprises d'ailleurs, avait accepté d'affronter cette justice dite malade par le président de la République. Et d'ailleurs pour le cas de M. Matata, les défauts n'ont pas été retenus. Je comprendrai d'ailleurs pour le cas de Joseph Kabila, qui s'est caractérisé par un absentéisme total, qui n'a pas cru à cette justice, qui ne fait aucun crédit à cette justice. Mais Matata a cru à cette justice. Il est allé, il a comparu, il a acté sa comparution, il a présenté ses moyens de droit. Mais parce qu'il s'agit d'un éléphant qui s'est rendu compte qu'il y a des gens qu'on arrête, alors il faut suivre le conseil de ces chevals, il faut carrément fuir. Il a fui. En deuxième lieu, mon frère Joseph a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé, j'ai même aimé votre rebondissement sur cette question de procédure. Quelle est cette procédure qui a été violée? Pour appuyer son argumentaire, il a fait référence à l'article 104 de la Constitution. 164. Ah, vous avez dit 164. Qu'à cela ne tienne. Mais vous allez vous rendre compte que les statuts d'un ancien président de la République, avec les statuts des sénateurs à vie, établit un distinguo en termes de poursuite lorsqu'il s'agit soit de l'ancien président de la République, soit d'un sénateur à vie. Est-ce que le sénateur à vie, c'est un titre honorifique ou un statut? Est-ce que dans ces cas-là, le statut ne serait pas celui de d'ancien président de la République? Vous avez posé une bonne question, mais avec un contenu inversé. Comment ça? En réalité, les titres honorifiques, c'est plutôt l'ancien président de la République. Pas du tout. S'il vous plaît. Il l'a été. Non, mais s'il vous plaît, vous posez une question, ne répondez pas à vos propres questions. C'est moi qui réponds à vos questions. Allez-y. L'ancien président de la République, tel qu'est prévu par une loi portant statut des anciens présidents de la République, c'est ces statuts-là qui est symbolique. Parce que les présidents de la République, l'ancien président de la République n'est pas une fonction exercée. Il n'y a pas une institution qu'on appelle ancien président de la République. Sinon, s'il existe, où est les bâtiments de cette institution? Où sont les agents de cette institution? Où est l'adresse de cette institution? Ce n'est qu'un titre symbolique, honorifique, qu'on accorde à tout celui qui vient d'exercer une fonction de président de la République élu. Mais quand il s'agit... Qu'est-ce qui produit la conséquence? La conséquence... Est-ce que c'est le statut des sénateurs à vie qui produit la conséquence d'ancien président de la République, ou c'est le fait d'avoir été ancien président de la République qui a pour conséquence les statuts qu'on lui donne à titre honorifique? Non, mais justement, des sénateurs à vie. Les titres honorifiques pour le sénateur à vie, je vous le concède. Mais je suis au moins d'accord avec votre façon de réfléchir. C'est l'ancien président de la République qui produit les statuts de sénateur à vie. Mais en tant que sénateur à vie, c'est une fonction que le législateur suprême lui a accordée différemment des autres sénateurs qui sont élus par des députés provinciaux, etc. Même pour le cas de députés nationaux. Vous savez qu'il y a des députés qui sont cooptés, notamment le chef coutumier. C'est une modalité prévue, alors qu'ils n'ont pas eu de circonscription électorale. Ils n'ont pas été votés par un suffrage universel direct par le peuple. Mais les législateurs ont prévu pour leur statut particulier de coutumier, de chef coutumier, ils peuvent être cooptés et désormais être considérés comme députés nationaux. Et en étant députés tout comme sénateurs à vie, les sénateurs à vie bénéficient de tous les privilèges que tous les autres sénateurs. Et d'ailleurs, même dans l'article 104 que je viens d'évoquer tout à l'heure, d'abord, c'est une disposition qui concerne les sénats et les sénateurs. Et dedans, on évoque la question
du sénateur à vie. Parce que, comme sénateur à vie, au-delà des émoluments qu'il bénéficie, dans le cadre de la fonction qu'il assume, au-delà des avantages qu'il bénéficie dans le cadre de la fonction qu'il assume, il bénéficie aussi des immunités parlementaires accordées à chaque sénateur. Ça veut dire que cette fonction de sénateur lui est indéléblement attachée par rapport à son statut de sénateur à vie. Et donc son cas peut être traité au même titre que tous les autres effectivement, mais qui composent la chambre haute du Parlement. L'article qui parle de sénateur à vie, c'est bien l'article 104 de la Constitution, là où on parle du Sénat. Vous savez, quand on veut faire une très bonne lecture de la Constitution, surtout pour le besoin de la compréhension, il faut par moment lire la Constitution selon l'ordre de titres, l'ordre des chapitres, l'ordre des sections et des paragraphes pour comprendre l'orthodoxie du législateur suprême quand il aborde une question constitutionnelle donnée. Et plus tard, même dans l'article 107 de la Constitution, il est vrai, on reconnaît les immunités pour les sénateurs. Mais on dit pour le cas de flagrance, la procédure liée à la levée des immunités ne peut pas être d'application. Parce qu'il y a flagrance. Encore que la flagrance ici peut se déterminer par le seul ou l'appréciation de celui qui poursuit. La référence. L'article 107. Je l'ai dit. Ici, on parle de témoignage. Dans le témoignage, on donne un certain nombre d'informations. Ce sont ces informations qui attestent effectivement qu'il y a eu complicité ou qu'il y a eu participation. Et lorsqu'on parle de participation... Matériel. Non mais oui, l'aspect matériel ne s'atteste que lorsqu'il y a consommation de l'infraction par l'infracteur. Ici, l'aspect matériel pour une infraction de complicité, c'est mesure du moment où c'est prouvé qu'effectivement, M. Joseph Kabila soutenait d'une manière ou d'une autre les rebelles. En parlant de soutien, il peut le soutenir en termes d'argent, les financements au groupe rebelle. Cargaison. En termes de soutien, il peut soutenir en termes de matériel. Il peut disponibiliser ces moyens matériels qui existent. S'il a des bateaux, il met ces bateaux à la disponibilité des rebelles pour que les rebelles fonctionnent. Dès lors que tous ces éléments sont réellement prouvés et attestés, effectivement, il y a l'élément matériel. Maintenant, la grande question que nous pouvons nous poser, les M23 et AFC de Corneille Nangaa sont alimentés par qui? Est-ce qu'on peut assumer au moins cette responsabilité? Qui alimente en termes de dispositifs matériels les M23? Qui alimente en termes de financement le M23? Est-ce que c'est le Rwanda? Ce n'est plus le Rwanda? Non, j'ai dit, j'ai posé une question. Est-ce que c'est le Rwanda ou c'est Joseph Kabila? Et de deux, lorsqu'on parle d'alimentation du groupe rebelle, on peut alimenter le groupe rebelle, par, je l'ai dit, les besoins matériels, les biens matériels, mais aussi le bien humain. Regardez, la plupart des éléments qui constituent l'AFC de Corneille Nangaa, on retrouve malheureusement, il est vrai, il y a même certains des autres partis qui sont venus après, mais essentiellement les membres du PPRD. Ça ne constitue pas une preuve. Non, mais s'il vous plaît, ça constitue un élément de corréité que l'on peut établir. Est-ce que vous savez qu'entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila, il y a un lien qui nous amène à la rébellion? Et les liens s'établissent à quel niveau? Corneille Nangaa lui-même s'est permis de dire au peuple congolais qu'il y a eu un deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Et pendant ce deal, lui, Corneille Nangaa était qui? Président de la CENI. Maintenant, au nom de quoi Corneille Nangaa peut se décider de faire la rébellion, lui qui était arbitre dans un conflit ou dans un problème entre Tshisekedi et Kabila? Et si aujourd'hui, Nangaa s'acharne contre le pouvoir de Tshisekedi, conséquence logique, il prend position pour Kabila. Et s'il prend position pour Kabila, quel est le degré de lien? Quel est l'intérêt de Nangaa de plaider le respect pour l'accord passé entre Tshisekedi et Kabila pour qu'à défaut de ce respect du dit accord, qu'il se rebelle contre la République? Là, on est toujours dans le droit ou dans la sociologie? Non, mais le droit, malheureusement, le droit,
s'inspire de faits. Chez nous, on dit, donne-moi les faits, je te donne le droit. Le droit ne s'inspire pas d'emblée. Il faut qu'il y ait de faits pour que le droit essaye de réglementer. Il faut qu'il y ait des faits pour que le droit essaye d'établir dessus. Si les lois existent, c'est parce qu'au départ, il y a d'abord de faits. Et ces faits qui sont incriminés par la loi, et c'est ce qui pousse effectivement au juge d'endosser une responsabilité pénale à charge de monsieur X ou Y. Mais pour arriver à la sanction, il faudrait que l'infraction soit prévue par la loi. Mais je vous ai dit. Est-ce que tout ce fait que vous présentez sur ce plateau sont-ils prévus par la loi? Par exemple, le fait de se rendre à Goma, à partir de quand ceci devient une infraction? Non, mais en fait, le fait de se rendre à Goma, ce n'est pas ça l'infraction. Le fait de se rendre à Goma peut être considéré comme un moyen qui a permis à la commission de l'infraction. Ici, l'infraction, c'est la rébellion. La prévention retenue par le ministère public, ce n'est pas le fait d'aller à Goma. C'est la complicité avec le groupe rebelle. Et même la peine de mort dont on a évoqué tout à l'heure. Je vous ai parlé d'un principe important en droit pénal. Le principe de la légalité des peines. Le nullum crimen nulla poena sine lege. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de procédure en dehors de la loi. Et même par rapport à la peine de mort, est-ce que vous savez que la peine de mort est prévue? Je vous ai dit. Allez lire l'article 5 et 6 du Code pénal congolais. Ouais, dans la nomenclature de toutes les peines, la première peine, la peine capitale, c'est la peine capitale. Et l'article 6 précise encore, en disant c'est au président de la République de déterminer le mode d'exécution de la peine de mort. Est-ce que ça va s'exécuter par fusillade, chaise électrique, piqûre ou par pendaison? Et pour finir, sur cette question de la nationalité. On n'avait plus assez de temps. Non, mais il a pris beaucoup de temps, mon co-débatteur. Non, c'était lors du premier tour de table. Non, il a pris beaucoup de temps. Laissez-moi finir en 30 secondes sur cette question de nationalité. Parce que j'ai entendu mon co-débatteur évoquer cette histoire des HP, quelque chose comme ça. Hippolyte Kanambe, etc. Si les avocats ont utilisé ces signatures-là, parce que lorsque vous voulez émettre un point de vue sur la démarche des avocats dans un procès, il faut réaliser et comprendre le mobile des avocats. Les avocats voudraient affirmer devant le juge que le monsieur que vous poursuivez n'est pas un sujet congolais. Okay. C'est plutôt un sujet rwandais. Et pour ça, voici des preuves. Déjà qu'il ne s'appelle pas Joseph Kabila. C'est comme ça qu'on parle de l'usurpation d'identité. Déjà. Mais c'est pas au pénal qu'on soulève ça. Non, mais je vous ai dit, les avocats ont soulevé cette histoire. C'est pour procéder à ce qu'on appelle la réqualification de l'infraction. Pour la partie République. Mais il aurait fallu suspendre momentanément le procès et aller au civil et puis obtenir la réqualification peut-être de l'infraction. Mais ce que vous dites là, ça vient de quelle procédure de la loi? Non, n'inventons pas le droit sur ce plateau. La partie civile voudrait qu'il y ait une réqualification de l'infraction dans ce sens que Joseph Kabila, qui autrefois était poursuivi par le ministère public pour haute trahison, eu égard à son statut d'ancien président de la République et sénateur à vie, pour la partie civile, il faudrait le poursuivre pour l'infraction de l'espionnage. Parce que entre la haute trahison et l'espionnage, les deux infractions ont comme contenu atteinte à la sûreté de l'État. À la seule différence, la haute trahison est une infraction commise par des sujets congolais. Mais par contre, pour l'espionnage, il s'agit d'une infraction commise par tout étranger. Et c'était sur base de cette finalité qu'ils ont voulu démontrer d'abord au préalable que M. Joseph Kabila n'est pas congolais, et voici les faits. Et par conséquent, nous sollicitons de la Cour la réqualification de l'infraction. Au lieu d'être poursuivi pour haute trahison, il doit être poursuivi pour espionnage avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de dommages et intérêts. Qui sera condamné? C'est Kabila ou c'est Hippolyte Kanambe? Mais ça dépendra de l'appréciation du juge. Je vous informe que le juge n'est pas lié aux moyens de droit évoqués par les avocats. Le juge n'est pas lié par les réquisitoires du ministère public. Le juge est indépendant. Le ministère public peut poursuivre quelqu'un et qu'à la fin, le juge peut l'acquitter. Et si on acquitte Joseph Kabila, quels seraient les discours de l'opinion, de l'opposition, de membres du PPRD?
Si Au on regard a des éléments déjà concoctés, est-ce que si la on a République quitté s'attend Kabila, à condamner coûte que coûte Joseph si on a Kabila. quitté Kabila, l'adage de l'éléphant et les chevaliers, et comment, le cheval, aura son sens d'être? Allez, merci beaucoup. Vous avez pris au moins 18 minutes. Lui, il en a pris 19. C'était lors du premier Il y a tour eu de quel table. écart d'une minute? Ça, c'est le deuxième tour, tour de table. Allez, votre analyse, votre réaction. Vous savez, à la différence de mon frère qui a voulu beaucoup justifier les mobiles de sa défense, vous savez, on ne gouverne pas les pays avec des faux procès. Je vous ai dit ici... Ce procès n'en est pas un. Non, ce procès n'en est pas un. Ce procès est un règlement des comptes politiques. On veut liquider son opposant. On veut liquider celui qui effraie. On veut liquider celui qui semble être là, même quand il n'est pas là. Non, Manik Siyenda parle droit. Non, écoutez, je suis en train de revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit, et il semblerait que j'étais en train de parler sans dire des matatas. Non, je parlais d'une justice instrumentalisée. Parce que ceux qui font souffrir la population dans ce pays ne sont pas jugés à la va-vite. Vous comprenez? Parce qu'il y a de ces gens qui sont auteurs de détournements de fonds publics dans ce pays, mais parce qu'ils sont du régime, ils sont exemptés, traités avec modestie et respect. Ces gens sont plus que ceux qui tuent à l'est du pays aussi. Et entre autres, je voulais préciser une chose. Manik Siyenda a dit que dans la complicité, l'auteur ou le co-auteur doit apporter les preuves, non pas seulement matérielles, ça peut être une preuve, voilà, il a justifié cela comme ça, mais il faut qu'on dise, il faut que l'on parle au droit. Pour qu'il y ait complicité au pénal, il faut qu'il y ait la preuve indispensable, c'est-à-dire que le soutien indispensable, l'apport matériel indispensable, l'exemple, c'est-à-dire que Joseph Kabila a donné 10 véhicules militaires à Corneille Nangaa. Joseph Kabila avait donné 50 téléphones Touraya à Bissimo. Joseph Kabila était lui-même au front. C'est-à-dire que le mobile de la motivation, de la complicité doit être l'explication de l'apport matériel indispensable. Qui dit indispensable? C'est-à-dire que sans lesquels vous ne pouvez pas avoir l'occasion de poser des actes criminels comme c'est le cas à l'est du pays. Mais ça pourrait bien intervenir après. Et donc, tout dépend de la il façon faut qu'on puisse préciser va une chose. motiver Il son a arrêt. dit, Joseph Kabila, parce qu'il est arrivé à Goma, c'est là qu'on veut imaginer pourquoi et comment, il a quelle relation avec Corneille Nangaa. Mais Joseph Kabila est arrivé après que Goma soit tombé. Les consultations que Joseph Kabila a initiées à Goma ne sont pas interdites par la Constitution. De la même manière que Martin Fayoulou consulte les gens, de la même manière que Kaboun consulte les gens, de la même manière que tout citoyen congolais en faveur de chercher le rétablissement de la paix peut initier des actions de consultation. Ce n'est pas interdit. Et aussi, il faut rappeler une chose. Que les rebelles occupent cette partie ou pas, nous ne sommes pas au Rwanda, nous sommes à Goma. Vouloir dire que quand Joseph Kabila arrive à Goma, c'est parce qu'il s'assure de quelle sécurité, c'est comme si tous ceux qui y habitaient ne sont plus désormais congolais parce que c'est Corneille Nangaa qui contrôle la partie. La question, quelles étaient les raisons fondamentales pour Joseph Kabila de se rendre à Goma, une ville qui était passée ou qui a échappé au contrôle du gouvernement central? Vous savez, l'initiative de la recherche de la paix n'est pas l'exclusivité du pouvoir actuel. L'initiative de rechercher la paix sociale, mais aussi le climat qui, n'est-ce pas, renoue avec la population abandonnée, n'est pas et ne reste pas l'exclusivité de Félix Antoine. Avant la chute de Goma, Bukavu, la rumeur, vous allez vous souvenir. En quête de la recherche de la paix. Vous allez vous souvenir. Ce n'est qu'après maintenant qu'il vient avec l'autre. Exactement, parce que le danger, la proportion du danger a augmenté. Nous n'avons jamais eu dans ce pays l'occupation ou la rébellion qui s'est étendue grandement comme ça et qui s'est stabilisée à plus de 7 mois dans cette partie orientale. Joseph Kabila comprend mieux, je voudrais vous relancer. Est-ce que Joseph Kabila comprend mieux les dangers auxquels notre pays est confronté? Puisque la crise dont on parle ne date pas qu'à la chute de villes de l'Est, dont Goma et Bukavu. La crise date. Kabila n'a pas participé au processus électoral. Il y a eu crise de légitimité dont l'un des défenseurs, c'est Martin Fayoulou, qui aujourd'hui veut recréer la cohésion par le camp de la patrie. Pourquoi,
agit seulement au moment où deux importantes villes dans l'est du Congo échappent au contrôle de Kinshasa. Mais vous savez, mon frère, le problème c'est que il n'incombe pas à Joseph Kabila de gérer la nation. Pour l'instant, parce qu'il n'est pas président de la République. Mais cependant, il est le seul ancien chef d'État de la RDC vivant qui a expérimenté et a maté ses actions de mouvement rebelle. Manix l'a bien dit que hier, Joseph Kabila a combattu les M23. Mais les M23, à l'époque, ne revendiquaient pas pour le changement de la Constitution. Les M23 n'avaient pas pour sujet la décroissance de la qualité de vie des Congolais, ce qui est le cas aujourd'hui. Il a dit que Joseph Kabila, dans son exposé ou dans son discours, a intervenu pour démontrer à suffisance qu'il était derrière les rebelles en disant que l'AFC M23, n'est-ce pas, portait l'aspiration de tout un peuple. Mais dites-moi, quand l'AFC M23 dit que nous ne voulons pas les changements de la Constitution, ce qui est anticonstitutionnel, un des éléments qui cristallise la crise aujourd'hui. Mais le même M23 prône le fédéralisme. Non, écoutez, je ne dis pas que je suis d'accord avec eux, mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Parce que ce n'est pas Manix Siena, malheureusement, parce que lui, à l'époque, il ne défendait pas les changements de la Constitution. Ceux qui sont au pouvoir ont apporté ces sujets pour quelle opportunité? N'est-ce pas que c'est entre autres des sujets qui ont frustré et qui ont crispé davantage les climats politiques congolais aujourd'hui? Mais dire que la AFC M23 porte l'aspiration de tout un peuple, parce que le peuple ne voulait pas du changement de la Constitution, parce qu'il ne voyait pas l'opportunité de l'échanger, d'autant plus que ceux qui étaient là ne gouvernaient pas bien la cité. Mais vous savez aussi, selon la convention de Montevideo de 1933, il est dit qu'un État disparaît par déliquescence dès lors qu'il ne sait pas répondre aux désidérata de sa population, mais aussi dès lors qu'il ne sait pas protéger l'ensemble de son territoire. Mais Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République, ayant géré cette nation pendant plus de 18 ans, maître des rouages sécuritaires, c'est lui qui a dressé les systèmes militaires qui existent dans ce pays. Il ne faut pas le refuser. Mais c'est lui-là, s'il veut venir avec son expertise, tenter de, n'est-ce pas, réconcilier les Congolais. Où est l'infraction? Parce que jusqu'à cette heure où je vous parle, mon frère Manix Sienda a été incapable, de la même manière que le ministère public, pour démontrer à suffisance à ceux qui nous suivent, les liens réels, la véritable, je veux dire, les véritables apports que Joseph Kabila apporte, excusez-moi pour la redondance oratoire, à ces mouvements rebelles. Il n'a jamais démontré pratique et la preuve matérielle dont Joseph Kabila apporte, sans laquelle il n'y aurait pas insurrection à l'est du pays. Donc, dire si nous restons sur ce point-là... La crise a dégénéré à partir du moment où Kinshasa portait le projet du changement de la Constitution. Moi, peut-être, je peux m'inscrire en faux. Est-ce que ce n'est pas fuir ses responsabilités en disant ça, puisque ce n'était qu'un projet? Le gouvernement congolais, le régime de Kinshasa, ne l'a jamais mis en œuvre. Ce n'était pas un projet. Le chef de l'État a déployé tout son gouvernement. Le gouvernement qui était censé délivrer des résultats de gouvernance pour battre campagne, afin de, n'est-ce pas, mobiliser les gens en vue de changer la Constitution. Le but et l'intention cachée derrière était chercher à se maintenir à tout prix après des migrants. Et quand on arrive à Doha, on pose le même problème. Changer la Constitution. Non, mais parlons de la réalité, mon frère. Parlons de la réalité. Quand il dit que Joseph Kabila est l'auteur principal, mais quand ils sont allés, le gouvernement est allé à Doha à plus de 5 reprises. On n'a jamais vu Kabila. Les discussions ne se passent pas entre le responsable, l'auteur principal. Alors que, parlant de la complicité ou la commission de l'infraction, il faut que l'on arrive, comme les principes le voudraient, à identifier d'abord qui est l'auteur principal et juger les co-auteurs après. Qui est l'auteur principal et qui sont les co-auteurs. Ils ne sont pas à mesure de le prouver. Voilà pourquoi ils iront dans des supputations pour imaginairement penser que parce que Corneille Nangaa était collaborateur où il a échangé avec Kabila à l'époque, du coup il prend la position de Kabila. Mais attention, Corneille Nangaa a été aussi collaborateur à Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui l'a placé, c'est lui qui l'a proclamé, malgré qu'il n'avait pas reçu aux élections, c'était Corneille Nangaa. C'est pas possible. N'est-ce pas? Et c'est même Corneille Nangaa gardait les secrets de ce qui s'est passé. Je ne veux pas encourager les bradages des élections de la fois passée, mais il faut préciser ici que le fait que Nangaa prenne les armes,
ce n'est pas la responsabilité de Kabila. Parce qu'il n'y en a pas, jusqu'alors, il n'y a pas de preuves qui attestent cela. Mais aussi, il a dit quelque chose de très bien ici. Il a parlé de Nulum Crimen, Nula Poena Sinelegi. Est-ce que dans ces pays, on peut parler de la légalité de la procédure judiciaire? Quand il a évoqué le cas de Matata, il est un bon juriste. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du respect du cadre qui a permis à ce que c'est lui qui lui a défendu hier, Matata, puisse être jugé et condamné par défaut, alors qu'on n'a même pas atteint les fonds? Est-ce qu'il peut justifier aujourd'hui le fait que nous ayons cette justice-là qui viole les principes de non bis in idem, revenant sur un procès déjà dont l'arrêt existait? Cette justice-là dont tu parles. Mais moi, je suis un peu estomaqué parce qu'en réalité, la sincérité voudrait à ce que l'on puisse requalifier aussi la façon d'agir de notre justice. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes dans un état où la justice a un sérieux problème. Le président de la République l'a dit, que la justice est malade. Quand est-ce que cette justice a été guérie pour mener en bien les actions dont nous sommes en train de voir dans ces procès, Joseph Kabila, où il n'y a aucune preuve matérielle. Qui dit matérielle, c'est une preuve, je le répète encore une fois, qui indispensablement doit servir au mouvement insurrectionnel. Pour vous, qu'est-ce qui explique au mieux l'option des avocats de la République qui cherchent à tout prix à obtenir la réqualification de l'infraction, par exemple, en soulevant au pénal la question liée à la nationalité de Joseph Kabila? Non, mais c'est simple. Les avocats sont dans la logique de plaire aux dirigeants politiques. C'est comme ça qu'il faut soulever des questions qui, unilatéralement, n'ont rien à voir avec le procès. Bon, vous voulez qu'on condamne quelqu'un que vous déconsidérez déjà de ne pas être congolais, n'est-ce pas, la participation au mouvement criminel. Vous voulez qu'on condamne quelqu'un qui n'est pas congolais, qui est un sujet rwandais selon Malik Sienda, de la haute trahison, par exemple, ou de violation. Selon le ministère public. La réalité voudrait... Ne lui imputez pas de ce qu'il n'a pas dit. Il a dit qu'il va répéter parce qu'il considère que c'est vrai. Il est le défenseur des valeurs dont défendent... il se répète. On peut gagner le temps. C'est qu'ils sont au pouvoir. Donc la réalité... J'ai un œil sur mon chrono ici. Exactement. Donc, c'est ce que Malik Sienda a dit. Donc, ceux qui nous suivent savent comprendre qu'il n'y a jusqu'alors aucune preuve. Parce que, et à Doha, et aux États-Unis, les accords signés, ça n'a jamais été signé avec Kabila. Est-ce que Kabila est auteur ou co-auteur, ou voire encore très loin, complice? Parce que tous les éléments qui attestent la commission de cette infraction de la participation criminelle n'est pas présenté. Mais comment on va requalifier les faits? Voilà. Allez, et dans cette affaire, cette matière, comment arriver à dire ou à prouver noir sur blanc que Kabila n'est pas congolais, qu'il est sujet rwandais, sur base de quel élément? Est-ce que le témoignage d'une vidéo qui reste, qui date de longtemps, peut suffire à conduire la justice à prendre cette décision? Allez, on va mettre fin à ce débat, on prend le deuxième sujet de l'émission, on parle du dossier Constant Mutamba. Oui, la réalisation nous met déjà à la pression, on va chuter. C'est important qu'on en parle. D'abord, Maître Manix, est-ce que ce procès n'est-il pas dangereux pour la cohésion? Est-ce que ça ne met pas en branle une discussion directe entre la FCM 23 et le gouvernement congolais? Permettez-moi quand même de revenir sur... Rapidement, on n'a plus assez de temps. Bon, je préfère... En une minute, je ne saurais pas réfléchir en une minute. Déjà que vous me ravissez quelques secondes en posant la question. En fait, je voudrais demander à mon frère Joseph d'avoir un peu de lucidité lorsqu'il se permet de défendre Joseph Kabila. Juste, s'il vous plaît. Juste de lucidité, c'est tout ce que je vous demande. Et vous défendez qui? Vous savez, je voudrais vous poser deux petites questions. Même si je ne suis pas habilité de vous poser de questions, mais c'est dans le cadre de la beauté du débat. C'est aussi important. Êtes-vous d'accord avec le M23 ou pas? Être d'accord, ça veut dire quoi? Vous soutenez la démarche du M23 ou pas?
Soutenir la démarche? C'est quoi la démarche du M23? Vous ne connaissez pas la démarche du M23? Non, je voudrais l'entendre auprès de vous. La rébellion. La rébellion. Vous soutenez la rébellion du M23? Soutenir la rébellion, si je devais soutenir la rébellion, je serais parti à Goma pour adhérer au mouvement M. Merci, merci. Bonne réponse d'ailleurs. Et donc, si je comprends bien, et si les téléspectateurs qui nous regardent nous comprennent, vous ne soutenez pas la démarche du M23. Je soutiens la vérité. Vous ne soutenez pas la démarche du M23. Je soutiens la vérité. Si cette... c'est pas possible. Parce que Jean Jaurès l'a dit, les combats, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ah, donc... Je soutiens la vérité. Non, mais moi, c'est pas possible. N'ayez pas peur à ma petite question. Non, et souvent, les petites... Non, s'il vous plaît. Souvent, les petites questions sont difficiles à répondre. Et moi, je vous comprends. Vous êtes Congolais, mon frère. Et tout Congolais conscient ne peut pas soutenir la rébellion. Tout acteur politique conscient, épris des valeurs démocratiques, ne peut pas soutenir la rébellion. L'arène politique, c'est un combat des idées et non un combat des armes. Lorsqu'une catégorie de Congolais tiennent les armes contre ceux qui sont dépourvus des armes, en réalité, ils ont changé la règle du jeu. Vous avez raison de ne pas soutenir le M23. Vous avez même raison de dire que si en réalité, vous soutenez le M23, mais à ce stade, vous serez déjà à Goma. Allez, merci. C'est ce qu'il voudrait dire. Je serais parti pour adhérer. Pas à Goma seulement, il faut préciser. Je serais parti pour répondre adhérer. à ma question. S'il vous plaît. Vous avez pris la parole à 13h, dans mon temps. à 13h13. Je préfère vous en êtes la à 16. question de Moutamba, je réponds dans mon temps d'antenne. Ok. Quand mon temps d'antenne va se terminer, coupez-moi. D'accord. Je suis conséquent. En deuxième lieu, il a dit ici sur ce plateau que d'ailleurs, le pouvoir que Nanga a donné à Tshisekedi, ce n'était même pas Tshisekedi qui a été élu. Une question simple, encore une fois. Qui a été élu? Martin Fayulu. Ok. Si Martin Fayulu a été élu, au nom de quoi Nanga s'est permis de proclamer Tshisekedi président de la République? Non, je veux qu'on fasse ce genre de petits jeux. Hein. C'est plus simple, c'est plus compréhensif. Et comment on peut légitimer quelqu'un? Et Martin Fayulu n'a pas pris les armes. Non, j'en arrive. Comment on peut légitimer quelqu'un qui a volé les voix du peuple pour donner à quelqu'un qui n'a pas été élu? N'est-ce pas une contradiction par rapport à votre démarche? Non. Encore une fois, je comprends que vous ne soutenez pas. Si vous voulez que je réponde, je peux répondre. Je continue. Je suis dans votre logique. Entre Nanga, l'arbitre électoral, qui a volé le pouvoir du peuple, et Martin Fayulu, à qui le pouvoir a été volé, qui a le droit de faire la rébellion et tenir les armes? Celui qui a volé le pouvoir du peuple, ce n'est pas Nanga. Et c'est celui qui a accepté de prendre le pouvoir, ce n'est pas Nanga. Nanga n'est pas le président de la République. Mon cher ami, s'il vous plaît, Nanga n'est pas le président de la République. Si vous vous souvenez bien, Martin Fayulu, il vous dit, c'est lui qui a volé son pouvoir. C'est pas possible. Ce n'est pas Nanga. Vous allez revenir cher Joseph. Cher Joseph. Les gens qui nous regardent ne sont pas des idiots. En effet. Ils vous suivent avec beaucoup d'attention. Ce n'est pas Tshisekedi qui avait déclaré comme président de la CENI est élu président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était Corneille Nanga. Non, s'il vous plaît, un peu de lucidité et de sincérité. C'était une complicité, mon frère. Ah, qui? S'il n'y avait pas de complicité, Nanga ne proclamerait pas Tshisekedi président de la République. S'il n'y avait pas de complicité, Tshisekedi n'accepterait pas. C'est pas possible. Que l'on lui porte une question. Je suis bien dans ce stade ici. On est très qui bien aussi. Qui est l'auteur de cette complicité? C'est lui qui a pris le pouvoir. C'est pas possible. Et les recelaires. C'est lui les recelaires. Mon frère. Un bien volé. Encore une fois, le peuple nous regarde. Vous savez, vous l'avez mentionné ici. Je prends la position de défendre le pouvoir en place. Ok? Vous l'avez quand même reconnu. Mais j'ai été capable de dire non au changement de la Constitution. C'est une leçon pour nous. C'est un fait positif. Si c'est un fait positif, vous pouvez faire pareil. Ce n'est pas parce que, non, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que vous devez soutenir tout ce qui s'inscrit en antipode avec le système de Tshisekedi. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que vous devez soutenir la démarche de la rébellion. Ayez le courage. Ce pays nous appartient à nous, surtout nous, la jeunesse.
Ayez le courage de dire non à Joseph Kabila si vous estimez que ce que Joseph Kabila fait n'est pas correct. C'est ça être indépendant d'esprit. C'est ça être un citoyen de qualité. Ayez du courage. Vous avez vu, vous étiez en difficulté de reconnaître même la démarche de la rébellion, la démarche de Corneille Nangaa, du M23. Vous étiez même en difficulté. Le courage, c'est de refuser d'accepter le mensonge. Le courage, c'est d'accepter de chercher la vérité. Comme le disait vous aimez la vérité. La vérité, c'est celle-là. Et la vérité n'a pas de couleur. La vérité n'a pas de nom. La vérité, ce n'est pas m'attaquer à Joseph Kabila dès lors qu'il n'est pas prouvé avec des preuves matérielles qu'il est l'auteur ou le complice de la rébellion à l'est du pays. Soyons sincères. Permets-moi quand même de conclure. Allez-y, mon frère. Conclue. Sur une valeur aussi importante que vous avez évoquée. La valeur de la vérité. Je vais terminer par là. Ouais. Nangaa, qui dit aux Congolais, Tshisekedi a été élu. Et quelques temps plus tard, il dit encore aux Congolais, Tshisekedi n'a pas été élu. Nangaa est dans la vérité que vous prenez sur ce plateau? Vous acceptez que je réponde? Nangaa a dit qu'il a été provisoirement élu. Ce n'était pas la proclamation définitive. Il ne nous a jamais dit qui a été véritablement élu. Il a dit provisoirement. Ce qui est pire, Nangaa n'a jamais dit qui a été réellement élu. Non, il a si bien dit. Il a dit quand? Il a dit que c'était Martin Fayulu. C'est pas possible. Dans quel cas? Plusieurs fois, les vidéos existent. Oh là là. Mais quand il n'a pas été élu, qui a été élu, c'était pas Chadari. Mon frère. La Cinco, vous êtes intelligent. S'il vous plaît. Mais là, vous avez chaviré. Vous l'êtes aussi. Mais quand nous observons et nous revenons nous poser la question à l'histoire, l'Église catholique, avec tous les enquêteurs, avait le résultat des élections. Et c'était Martin Fayulu qui avait gagné les élections. C'était pas Chadari. Et donc, en niant le fait que Tshisekedi n'avait jamais gagné les élections, carrément, il accepte la réalité selon laquelle les évêques avaient raison de conclure sur le fait que c'est Fayulu qui avait gagné les élections. Et entre les trois, qui est pire selon vous? Non, mais attendez, vous ne pouvez pas sortir les saints parmi les trois. Celui qui proclame un président qui n'a pas été élu et celui qui organise, qui orchestre tous ces scénarios. Bonne question. Et je pense que c'est la question la plus importante. Entre le voleur du pouvoir, ok, entre le recelaire du pouvoir, entre celui à qui le pouvoir a été volé, qui est le pire. C'est clair. Le pire est celui qui a volé le pouvoir du peuple. Vous avez réorienté la question. Le fait que le peuple a voté la question a été réorientée, frère, cher général. Le fait que le peuple a voté Fayulu. Vous dites, non, ce n'est pas Fayulu, c'est Tshisekedi. C'est lui le pire. Entre les trois, qui doit être mis au pilori? Il n'y a pas un saint dans cette histoire de deal, parce qu'on a volé au peuple. La vérité. S'il vous plaît, la vérité, c'est celle dont je vous dis. Vous prenez la vérité. La vérité voudrait à ce qu'on dise que, et celui qui a accepté de brader les élections, Corneille Nangaa, entre celui qui a accepté de recevoir un pouvoir volé et l'exercer, ils sont tous pareils, il n'y a pas de saints parmi eux. Mais cependant, la réalité voudrait à ce que, au-delà de ça, que nous nous recaler sur le passé et voir ce que nous faisons aujourd'hui. Pour améliorer les conditions de vie de la population, parce que Martin Fayulu a pardonné à son frère qui avait volé son pouvoir. La preuve, c'est qu'il est allé le rencontrer pour construire quelque chose qui a trait au camp de la patrie. Merci. Voilà. Vous êtes intervenu dans les temps d'antenne de Maître Manix. Allez, votre dernier mot. Ma question c'était, ça ne met pas en bras les discussions directes avec la CM23 à Doha, et comment naviguer entre les opportunités, les pièges qui se présentent à Doha, au regard même de ce projet d'accord qui a fuité, dont Jeune Afrique a reçu copie. Autant nous voulons de la paix, autant nous voulons d'une justice équitable, sans complaisance. Autant nous avons besoin de la paix, autant nous voulons le progrès de ce pays. Autant nous avons besoin de la paix, autant nous devons bannir l'impunité. Il s'agit de ça. Je voudrais finir. Aujourd'hui, je ne vous ai pas reconnu, cher frère Joseph, surtout à la fin. Vous avez été excellent au début. Mais à la fin, vous avez tout chamboulé. Restez honnête. Restez véridique comme vous avez prôné cette valeur de la vérité. Que Kabila ne conditionne pas votre cerveau. Vous êtes un gars très intelligent. Peut-être que plus intelligent que Joseph Kabila. Merci beaucoup. Ce que fait Kabila, ce que fait Nangaa sont des choses que nous devons combattre, peu importe le camp. Merci Et beaucoup. ne considérez surtout pas les faits pour Nangaa de voler les pouvoirs des Fayulu pour donner à Tshisekedi comme un fait du passé.
Si on est là, c'est aussi à cause de ça. S'il tient les armes, c'est aussi à cause de ça. Commençons par réparer les dommages que vous aviez causés pour qu'on parle sincérité et vérité. Joseph et débat, est-ce que ce procès est-il dangereux pour la cohésion nationale? Et aussi, on parle de 24 milliards au titre des dommages et intérêts. C'est un procès très dangereux. Très dangereux pour la cohésion nationale, très dangereux pour l'avenir politique de notre nation. Je m'en vais vous rappeler un rapport de l'ONU qui disait récemment que Joseph Kabila et Moïse Katumbi, je pense que c'était pendant qu'on avait fait chuter les bureaux de Mme Mabunda, que les deux ont la capacité matérielle à mener et à faire une rébellion depuis les 50 ans. Qu'est-ce que la République gagne quand le ministère public est en train de fabriquer les choses pour détruire l'image d'un chef d'État qui a dirigé pendant des années ces pays? Quelle est l'opportunité? Est-ce que ça améliore les conditions de vie de la population? Non. Est-ce que c'est la question de Kabila qui va finir la guerre à l'Est? Non. Encore faut-il le rappeler, le gouvernement a signé un accord avec la FCM 23, ce n'était pas avec Kabila. Mais dans cet accord, il était question de cesser avec les hostilités, d'échanger les prisonniers, afin de favoriser un climat de collaboration en vue de, n'est-ce pas, espérer un dialogue dans l'avenir. Pendant ce temps, non seulement que Kinshasa ne libère pas les prisonniers, moins encore, ne cesse d'attaquer, mais en outre, il intente deux procès de celui qui était prétendument considéré comme l'auteur, sans preuve, de la rébellion à l'est du pays. Est-ce que nous voulons la paix réelle dans ce pays pendant que l'État est incapable, du point de vue de sa responsabilité première et régalienne, à sécuriser l'ensemble du territoire national? Si l'État était fort, on ne parlerait pas de Nanga. Nanga serait écrasé. On ne parlerait pas de la FCM 23 parce que l'État imposerait sa force. Et pour imposer la force, il faut avoir une armée dissuasive. Le gouvernement a signé un accord avec la FCM 23 à Doha. C'est pour le cadre de la recherche de la paix. Mais cet accord disait qu'il fallait cesser avec les hostilités. Les cesser le fait. En même temps, il fallait qu'il y ait la poursuite du changement des prisonniers. Mais pendant ce temps, que fait Kinshasa? Kinshasa crée des faux procès. Kinshasa crée des trucs bidons relatifs à la signature de Joseph Kabila, qui, entre autres, a été considéré comme l'auteur ou le complice, ou je ne sais pas qui, de ce mouvement insurrectionnel. En effet, la grande question à se poser aujourd'hui est celle-là. Qu'est-ce que le gouvernement gagne derrière ce procès de Joseph Kabila? Est-ce qu'ils sont en train de gagner la paix ou de cristalliser davantage la crise? Donc le procès est éminemment politique. Et donc l'objectif, à votre avis, serait lequel? Le procès est éminemment politique pour des fins à tétaniser à terre un opposant politique. En réalité, si le président de la République peut écouter cette émission, Abou Kanal Mapeka, parce que cette nation a besoin de la délivrance de résultats. Nous allons examiner ce que le chef de l'État fait aujourd'hui comme travail après son départ en 2028, parce qu'il faut qu'il s'en assure. 2028 ne passera pas. Il va devoir laisser. Il va devoir déposer. Mais on ne le voit pas au-delà de 2028 avec le dialogue que le politique demande maintenant. Il y a même un front anti-dialogue qui se crée. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je pense que ceux qui exercent le pouvoir, le disait Marcel Prélot, ont l'obligation de relever les défis de gouvernance. Les défis de gouvernance aujourd'hui dans les institutions politiques, c'est quoi? C'est la crise multidimensionnelle qui traverse cette nation. Mais que fait les chefs de l'État? Ils devaient plutôt écouter les autres. Les chefs de l'État devaient par contre ne pas agir avec égoïsme politique. Ils devaient agir pour trouver des solutions qui décrispent le climat aujourd'hui assaisonné de toutes ces histoires de procès créés ça et là. Donc, cela permettrait à ce que nous puissions aller vers l'initiative de paix, afin de, n'est-ce pas, nous mettre ensemble dans la cohésion nationale, discuter au travers d'un dialogue pour, n'est-ce pas, répondre aux questions profondes qui minent la question de l'insécurité. Est-ce que le dialogue et au travers cela, non mais écoutez, on a dialogué dans ces pays, le résultat de ces dialogues n'ont accouché que d'une souris. Vous savez, dans un État où le despotisme prend place, l'Église a la responsabilité de, n'est-ce pas, mettre ensemble
les acteurs politiques, afin de, n'est-ce pas, redéfinir la philosophie politique, disait Emmanuel Seyès en 1795. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc la réalité ici, c'est que quand le pays est face à un blocage, il faut la débloquer. En réalité, qui va le faire? C'est comme ça que nous tombons sur le panneau du dialogue. Et le dialogue nous est recommandé partout. Que nous allions aux États-Unis, que nous allions à Doha, l'élément clé, c'est les dialogues au niveau interne pour, n'est-ce pas, assainir les climats politiques. Et donc, je vais chuter par la question de Moutamba, qui n'a pas été d'ailleurs abordée. Moi, j'encourage beaucoup. On a la fin. Je vais jeter beaucoup des éloges à Moutamba pour la simple chose qui m'a convaincu, la réforme qu'il a apportée sur la bancarisation des frais de justice. Ça, c'est un élément à, n'est-ce pas, vanter. Mais je ne voudrais pas que la population congolaise, que mon frère Manix, que le SOB, comment il s'appelle, Saïsaï, et qui n'ont jamais marché dans ce pays pour soutenir ou attaquer ou, n'est-ce pas, marcher contre la vie chère, puissent aller passer des nuits, tambour battant, pour défendre un combat politique d'un individu. Ça, c'est méconnaître son histoire. Et alors, Jean-Jacques Rousseau disait, un peuple qui ne sait pas défendre ses droits et libertés est un peuple qui a atteint la maturité de l'esclavagisme. On reviendra prochainement. Cette histoire de Moutamba, nous devons nous attendre à la sentence, nous devons nous attendre à la décision de la justice et éviter les spectacles que nous sommes en train de voir d'aller passer nuit, alors que ceux-ci n'ont jamais passé nuit à cause des morts à l'est du pays. Doit-il boire les calices jusqu'à la lit? Allez, on verra bien. Donc quand on soutenait Matata, c'était... On n'a jamais passé nuit dehors. Mercredi 27. Allez, nous nous fixons rendez-vous pour demain avec un nouveau panel d'invités, un nouveau casting. Merci, Maître Manix Yenda, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Joseph Faïdeba, OLGD de Matata Pognon, qui s'est évanoui dans la nature. Allez, à demain.